Bonjour. Vinoscopie reprend. Nous sommes en janvier 2021. Notre ami le covirus est toujours là. Et nous reprenons dans un nouveau cadre. Nous sommes ici, on a arrêté pendant 2 mois. Notre dernière vinoscopie était avec Alain Castex. Et nous sommes ici à Canet. À Canet, au Clap Cinéma qui veut bien nous héberger puisque les bars sont fermés. Les restaurants. Et là, nous sommes dans une situation privée au Clap Cinéma chez Jérôme Quaretti, qui a l'amabilité de nous proposer de venir pour faire quelques vinoscopies. Donc, je pense que les prochaines vinoscopies, les perspectives de découvrement sont limitées, se tiendront ici. Et puis, si jamais il faut un certificat parce qu'on reconfine, on se débrouillera. Donc aujourd'hui, nous recevons un jeune, alors jeune pour moi, vigneron de Cals. Et on va faire une série de 2 vignerons de Cals. Je commence toujours par un proverbe détourné, mais ça devient de plus en plus difficile d'en trouver que j'arrive à détourner. Mais bon, je vais en prendre un qui est moyenne, mais ça fait rien. C'est qui perd ses verres ne boit plus. Voilà, à méditer. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir une personne, un domaine et un vin. Et plusieurs vins, mais pendant le vinoscopie, nous n'en goûterons qu'un. Je rappelle que vinoscopie, c'est un clin d'œil à une émission qui s'appelait Radioscopie de Jacques Chancel, et on essayait de visiter et découvrir un personnage en 1 heure. Nous, ça se limite à demi-heure, mais souvent ça mord un peu. Donc, Séverin Barrioz. Je ne dis même pas le nom du domaine, c'est toi qui vas le dire. Alors tu te présentes, toi, ta personne, ton histoire, ton domaine, et puis après on avancera sur la découverte du domaine. Eh bien, bonjour à tous, merci Jean de m'avoir convié ici et dans ce beau cadre qui me touche particulièrement parce que je suis assez cinéphile. Je ne regarde pas du tout de films chez moi, donc je suis un peu en manque de cinéma, de salles. Et donc rien que d'être là, bon, c'est un contexte un peu particulier, puisqu'on est allongé. Voilà, c'est Jean qui a tenu à faire ça. Voilà. Donc, comme ça, je peux plus me livrer plus facilement. Voilà, moi je suis arrivé à Cals en 2016, pour les vendanges 2016. Chez qui tu allais vendanger? Et donc, non, je suis arrivé pour mes propres vendanges, qui n'en étaient pas à l'époque, puisque mon premier millésime, donc du domaine Face B, était avec mon ex-compagne, mon ex-femme, et nous avons vinifié des raisins qu'on avait achetés chez Olivier Piton, qui nous avait prêté un bout de sa cuverie. Vous veniez pour ça? Et donc, on a racheté la maison d'Olivier pour faire du vin, donc avec un projet longuement mûri. Cals, je connais depuis 2004 précisément, puisque j'ai toujours un ami commun qui était un ami d'enfance de Jean-Philippe Padier. Et donc Guillaume m'appelle un jour et me dit j'ai un copain qui vient de s'installer à Cals. Il a déjà fait une vendange, il a commencé en 2003. Et il a besoin il n'a pas d'argent, et donc c'est ce qu'on peut acheter. Il appelle ses amis, savoir qui peut acheter un petit peu de vigne, etc. et lui mettre en fermage. Pour Jean-Philippe. Pour Jean-Philippe. Philippe Padier. Jean-Philippe Padier. Et donc donc je dis ok, c'était un demi-hectare, voilà, j'avais quelques économistes et voilà, pas cher. Et il me dit on ira comme ça, les vinifier cette parcelle et d'autres évidemment aux vendanges 2004, et comme ça tu le rencontreras, etc. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Cals. J'ai découvert Jean-Philippe, personnage ô combien sympathique et attachant, pour ceux qui le connaissent. Je pense que tout le monde sera d'accord. Il viendra ici, on fera un vinoscopie. Et qui est devenu d'ailleurs plus tard le parrain d'un de mes fils. Et voilà, donc et depuis, je suis venu quasiment chaque année, 1 ou 2 fois par an. Au vendange systématiquement? Au vendange ou au Cap-sur-Bif. Et voilà, je logeais chez Jean-Philippe, etc. Et donc j'ai connu les débuts de Matassa aussi, tous les vignerons en fait qui se sont installés au fur et à mesure. Voilà, donc c'est vrai que quand je me suis installé dans un environnement confortable, entre guillemets, c'est-à-dire que je connaissais les gens, je savais que les vignerons seraient là pour
me coacher, entre guillemets. Voilà, donc c'était pas débarquer dans un village, parce qu'on avait réfléchi à un moment donné dans le Beaujolais, etc. Mais voilà, on connaissait les gens, et puis c'est surtout, moi, au début, les vins blancs de Cals m'ont complètement subjugué, et le fait de pouvoir voir ces vins blancs dans le sud de la France, cette partie du sud de la France que je ne connaissais pas du tout. Voilà, parce qu'en tant que Lyonnais, quand on va à la mer, c'est plutôt plus proche, Côte d'Azur, c'est plus rapide. Voilà, moi j'ai fait du droit avant, j'ai fait à l'époque un DESS, Master 2 maintenant, mais déjà en droit de la vigne et du vin. À Aix ou à Suze-la-Rousse? Alors c'est dans le château d'Aix, mais ça dépend de l'université d'Aix-en-Provence. Oui, c'est dans le château de Suze-la-Rousse, mais c'est un master, parce que pour qu'il y ait un master, il faut une structure de formation, ne peut pas toute seule. Donc, exactement. Oui, je connais des gens qui l'ont fait ce master, Voilà. il est très chouette. Mais donc, quand même, donc tu avais quel âge là? Tu avais 23 j'ai un peu redoublé, mais j'avais 22, 23. Et donc, pourquoi faisais-tu un master sur le droit du vin? Eh bien parce que Tu pensais te diriger vers... Alors, j'ai fait du droit, comme beaucoup de gens qui font du droit sans trop savoir pourquoi. Il se trouve que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, tout ça. Et puis, j'aimais déjà beaucoup le vin, je faisais pas mal de dégustations, je faisais partie de clubs, etc. À Lyon. Et puis voilà, et j'ai su qu'il y avait ça. Alors je me suis fait rattraper par l'armée, j'étais pris au DESS, j'ai dû faire l'armée, j'étais l'avant-dernier. Ah bon? L'avant-dernier contingent d'appelés. Ah, ça alors, je te voyais plus jeune. Non, je viens d'avoir 47 ans. Ah d'accord. Et donc j'ai pas pu passer à travers, donc j'ai fait l'armée, ils ont accepté de me reprendre derrière, et donc j'ai fait ce DESS. Et alors après, qu'est-ce que tu as fait après le DESS? Après, j'ai travaillé pendant 8 ans à Paris. Alors après, j'ai fait une carrière, entre guillemets, dans les syndicats professionnels. Donc j'étais à Paris, j'ai commencé au syndicat des liqueurs. Après, j'étais à la Fédération française des spiritueux. Oh là là, formidable. Voilà. Et puis, c'est un sport de combat, ça. Donc j'ai visité la Chartreuse en privé. Mais est-ce que tu goûtais ou est-ce que tu étais au service juridique? Non, j'étais au service juridique, mais je goûtais quand même. Ouais. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait une dégustation pour la Revue des vins de France d'eau de vie de fruits. J'étais quand même pas un professionnel de dégustation de ce type de produit, et c'est vrai qu'à la fin, c'est très difficile à déguster. Je pense qu'on aurait pu me faire un piercing dans la langue sans que je sente rien du tout. Ben, en fait, il y en a qui goûtent sur la main. Ouais, comme le whisky. Voilà, Ouais, comme le whisky. Hein. Ouais, ouais. Donc, oh là là. Voilà, donc 8 ans là, et puis 8 ans après, il se trouve que c'est la même durée à Beaune, en Bourgogne, où j'ai pris la direction du syndicat des vignerons de Bourgogne. Voilà. De Bourgogne? Bourgogne, donc de Chablis. Vignerons indépendants ou quoi? Non, le syndicat pour des Le comité interprofessionnel? Non, la structuration française des oui, vins. L'interprofession, le collège négoce, collège viticulture. Moi, je m'occupais des collèges viticulture. Donc, 1500 adhérents, parce qu'il y a énormément de vignerons. Ah, bah oui. Donc, de Chablis à Mâcon. Voilà. Et puis, et voilà. Et donc, c'était une très bonne période, très intéressante, où je faisais plus du tout de droit, je faisais plutôt du lobby et de la représentation des intérêts, voilà, l'intérêt de la profession. Et puis, et voilà. Et puis donc, Olivier a déménagé sa cave, Olivier Piton, pardon, a fait construire sa cave à l'extérieur du village. Et ça a été l'opportunité de lui racheter cette cave et de changer de vie. D'où la face B, même si la première idée c'est pour les vinyles, j'aime beaucoup les vinyles et la musique. Mais la deuxième signification c'est la face B de la vie, le changement de vie, etc. Voilà. Ouais, ça m'évite de poser la question parce que bien sûr c'est la question que j'allais poser. Pourquoi face B? Bon, donc tu arrives à Cals et tu vinifies quel millésime en premier, le 17? 16. 16. Ah, tu as vinifié 16. Mais la vigne avait été travaillée par Jean-Philippe. Non. Chez 16, j'ai vinifié des raisins d'achat uniquement, un tout petit peu, j'ai fait 6000 bouteilles chez Olivier Piton. Et t'en restes de ces bouteilles? Un petit peu, ouais. Et c'est comment? Et ben le blanc est vraiment pas mal. Il y avait un peu de chardonnay à l'époque, voilà, que j'avais acheté.
À Gérard-Gobi, peut-être Non, Ah, j'avais acheté dans les coopérateurs. Fenouillèdes. Ah, dans les Fenouillèdes. Ouais. Bon, alors, tu as dit que tu avais des enfants, tu peux nous dire combien tu as d'enfants et quel âge ils ont et comment ils s'appellent? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants, Prune, 16 ans, Fantin, 13 ans, et Aloïs, 10 ans. Et ils sont heureux de vivre ici parce qu'ils sont là maintenant, ils ont été déracinés un peu. Alors, ils ont été déracinés, et il se trouve que c'est moi qui suis déraciné cette fois depuis le début de l'année, puisqu'ils sont repartis avec leur mère à Lyon, enfin repartis, à nos origines familiales de elle et moi. Et donc, ils sont à Lyon depuis septembre. Donc voilà, ils viennent une fois par mois ici. Moi, je vais une fois par mois à Lyon. Voilà, c'est un D'accord. changement de... Enfin, ils sont ravis de venir Tu à veux dire, Lyon. ils viennent À Arcas. pour les vacances ou les week-ends, quoi, parce que Un week-end par mois, la ils viennent. scolarité, ils peuvent pas. Non. Et la moitié des vacances. Ouais. Ouais, ouais. Bon, mais c'est bien. Alors moi, je t'ai connu assez tôt parce que comme je suis très ami avec Paul Schramm, Ah oui, que Paul Schramm est un peu incontournable, mais il était plus maire peut-être, non, quand vous arrivez. il était déjà plus maire, ouais. Il était déjà plus maire. Mais voilà, bon, il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait tout ce monde de vignerons à Ouais, Cals. Et donc, face B, c'est toi. Ta femme n'y est plus. Exactement. Donc, c'est toi, face B. C'est moi et Mathilde maintenant. Ah, qui et m'a rejoint. Mathilde. Et Mathilde, c'est très bien. Mathilde depuis 2 ans, voilà, qui m'a permis de... moi, donc j'avais 4 hectares de blanc, et donc elle a acheté 4 hectares de rouge, Ah, d'accord. et qu'elle me donne en fermage. Bon, pour l'instant, voilà. Et puis elle est rentrée dans la société, et elle avait un autre projet professionnel. Bon, avec toutes ces histoires de confinement, etc., c'est un peu en sommeil. Elle s'occupe des petits pêcheurs au niveau juridique. Et Ah bon voilà. Et voilà. Donc, et finalement, elle aime beaucoup. Là, elle est en train de tailler pendant qu'on se parle. Voilà. Donc, Il faut dire qu'il y aura une surprise à la fin de Vignoscopie aujourd'hui, et vous comprendrez pourquoi Mathilde n'a pas pu participer à cette surprise. Alors maintenant, bon, on a l'histoire de ta personne, c'est quand même, on a appris beaucoup de choses. Hein. J'aime bien ces 5 à 10 premières minutes de Vinoscopie parce qu'on apprend des choses. Par exemple, dès que Gilles Trouillet est arrivé, le premier Vinoscopie, il a lâché un truc que personne ne savait, c'est que c'était un ancien objecteur de conscience. ah oui. Voilà. Et c'est vrai que quand tu sais ça de quelqu'un, toi, par exemple, tu as fait le service. Ah oui. Tu n'as pas fait un bras d'honneur à l'armée. non. Voilà. Donc c'est très intéressant de comprendre un petit peu ton parcours. Maintenant, le domaine, son esprit, ses pratiques, sa philosophie, quoi, en tant que vigneron. Ouais. Alors au début, le projet initial était plutôt de faire un négoce à la bourguignonne. Et puis très vite, donc on s'est séparés. Moi, j'ai eu vraiment besoin d'avoir les pieds dans la terre, finalement. Donc c'est d'où cet achat de 4 hectares de vignes. Les premiers millésimes de rouge sont des achats de raisins. Et puis, donc depuis maintenant, tout est enfin, propriété, peu importe, mais enfin, ce sont nos vignes. Et les 8 hectares, qu'est-ce qu'il y a comme proportion de blanc et de rouge? Moitié-moitié à peu près. Moitié-moitié, Ouais, d'accord. voilà, donc on conduit la vie, donc on est en bio. Certifié? Certifié. Je fais une petite parenthèse, parce que je suis en plein dedans et ça m'agace profondément, et je pense que ça peut intéresser certains de mes collègues. Et une petite histoire, donc on est certifié, on a des contrôles normales. Tu as fait une conversion? Ouais, et donc elle est venue, ma contrôleuse habituelle est venue contrôler, voilà. Et il se trouve que auparavant, dans le projet initial, j'avais des gîtes à Cals où je vinifiais en dessous. J'ai bougé la cuverie cette année qui est en dessous de chez moi. Bref. Et du coup, je n'ai plus de lieu pour stocker mes vins. Donc, je les stocke comme, je sais pas, 80% des vignerons À Vinotel. à Vinotel. Vinotel, on dit, c'est une espèce d'hôtel pour les vins. C'est-à-dire que C'est ça. c'est à côté du péage, et les camions qui arrivent, ils vont à Vinotel, et le vigneron qui loue un box ou un emplacement pour ses palettes de vin, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient prendre de la marchandise, ben, le gars, vous vous déplacez ou ça peut Même se faire pas, par non, téléphone. non, c'est Vous super téléphonez, pratique. vous dites On aux envoie gens un de mail. Vinotel, il y a une palette préparée pour telle personne. C'est ça. Voilà, donc c'est pratique parce que tu n'as pas besoin d'avoir de Ah cave ouais. et ça dépote. Et puis, il y a des tarifs de transport qui sont plus avantageux, et puis ça nous fait gagner un temps. Voilà, On est donc tout seul comme moi, ça fait gagner Ah un temps. oui, oui, puis ton stock est à Vinotel. Donc mon stock est à Vinotel. Et donc, et là, elle me dit, mais est-ce que Vinotel est certifié? Oh là. Je dis, j'en sais rien en fait. Bon, je vous passe les détails. Ah non, mais c'est vachement intéressant. Il se trouve que Vinotel n'est pas certifié, et qu'ils ont fait une réunion avec tous les organismes certificateurs, qu'il faudrait que Vinotel soit certifié.
Donc là, je vais voir avec eux, voilà. Mais l'aberration du système, donc moi, je suis prêt à craquer et à faire un gros bras d'honneur en disant, eh ben, allez vous faire foutre. Moi, le bio, si le bio, ça s'attache à dire que les vins qui sont bouchés, capsulés, en carton, dans des entrepôts, il faut que le type il soit certifié. Enfin, on touche le fond. Voilà. Bon, je viens de partir une semaine dans la région des Côtes-du-Rhône Nord. Ouais. Et j'étais chez des vignerons qui sont assez connus comme Souhaut ou d'Arvey-Rivaux. Ouais. Et l'un d'eux me disait, de toute façon, oui, c'est Souhaut, Hervé Souhaut, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais, ouais. Et donc il me disait, de toute façon, ils sont venus il n'y a pas longtemps, mais ils ne mettent pas le pied dans la vigne, ils passent leur journée à regarder les factures. Ah ouais. Donc en fait, tu vois, Ouais. ça aussi c'est un peu une aberration. Je sais Oui, pas oui. ce que tu en penses. Non, mais moi, alors ça dépend des contrôles. Mais moi, on va voir les vignes. Non. Je veux dire, ils font leur métier convenablement. Et puis il se trouve qu'ils appliquent la réglementation. C'est juste moi, bon, voilà. Elle fait son boulot. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de De toute problème. façon, le propriétaire de Vignotel, vu le nombre de vignerons bio qu'il y a à Vignotel, il a intérêt à Oui, faire alors quelque je pense chose. pas que c'est ce qui va lui coûter cher. Et puis, je pense pour sortir de cette histoire. Enfin bon, pour l'instant, si jamais mon prochain contrôle, si jamais C'est pas résolu. c'est pas résolu, je suis. Bon, Voilà. c'est vrai que c'est un Bon, détail, mais c'était quelque chose d'important. Et sinon, donc dans la vigne, après, donc je travaille beaucoup avec, en réflexion avec Paolo et Laura qui réfléchissent beaucoup à ça au niveau des pratiques différentes. Alors, on essaye de faire on fait de la biodynamie entre guillemets. On n'est pas certifié, mais on fait des 500P, etc. Et puis on essaie de travailler avec des plantes. Vous dynamisez. On dynamise. Eux ont beaucoup de voilà, ils recherchent beaucoup. On a travaillé avec du petit lait l'année dernière. Bon, il se trouve que c'était pas la meilleure année. Explique un petit peu ce que c'est. Le petit lait permet on peut mettre des huiles essentielles. C'est un support intéressant qui colle à la feuille, etc. Pour des produits pour les traitements. Pour les traitements. Est-ce que tu as eu le toucher par le mildiou? Épouvantable. Ah d'accord. Donc le petit lait, c'est... Non, mais disons que voilà. Il est caillé un peu parfois. C'était pas la bonne année pour essayer ça. Mais il y a des traitements alternatifs qui se profilent. On baisse pas les bras et on va continuer d'aller dans ce sens-là. Voilà. Et puis à la cave, c'est dit nature, même si ça ne veut pas dire Levure indigène. Levure indigène. Tu acidifies pas? Non, pas d'acidité, tu ne tamises pas, aucun intrant. Aucun intrant. En 18, il n'y a aucun soufre. En 19, sur certaines cuvées, un petit peu. À la mise. À la mise. Voilà, bon, je ne suis pas ayatollah sur ce. Non, mais tu as un profil de vin de nature, quoi. Voilà. C'est ça. Bien. Alors, maintenant, tu vas nous parler un petit peu des vins du domaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme vin au domaine? Alors, il y a. Après, on en boira une, mais tu peux les montrer. Alors, j'en avais amené deux. Donc, on a trois blancs. Donc, Yoshi qui est un muscat sec, Engrenache qui est grenache blanc, grenache gris, macabeu, et Makeba qui est le 100% macabeu. Ah, j'ai un scoop. Ah. Vendredi et samedi, j'étais avec Yoshi. Ah, ouais. Pas mal. Le japonais. Oui. Il travaille, j'ai passé 3 jours chez Manu Houillon. Ah bah oui. Et c'est son ouvrier. Oui, je sais. Et même, il fait comme toi, il a une petite vigne. Oui. Mais il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis longtemps. Mais oui, ça fait 2 ans. D'accord. Très bien. Voilà. Et puis donc, après un rosé qui s'appelle Tilda, et puis un vin un peu différent, c'est un vin blanc de Macabeu avec des mares de grenache qui ont donné la couleur et c'est extraordinaire. Rosée. C'est extraordinaire ça. Merci. Et puis donc après, de rouge, peau rouge, Syrah Grenache et Carignan. En Carignan 100%. Donc tu assembles le Syrah Grenache, mais le Carignan, tu le fais en mono variétal. Quoi. Voilà. Ben, je les assemble qu'à la fin. Tous les cépages sont vinifiés séparément. Ouais. C'est très bien. Et là, ceux-là, tu les as choisis parce que c'est pas qu'il y en a actuellement ou pour d'autres. Alors ça, c'est parce que je sais que tu l'avais bien aimé, donc c'est original. Voilà. Mais celui-là, on pourra. Et puis ça, parce que on va dire, c'est un peu. C'est la cuvée dont je suis le plus fier, entre guillemets. Ah, très bien, c'est intéressant. Je préfère. Et c'est du Macabeu. Macabeu 100%. Ouais. 100% Macabeu. Bois, pas bois. Bois.
Bois de... Mais alors maintenant, c'est donc des barriques que j'ai achetées au début, qui avaient 10 ans, donc elles ont 13, 14 Ouais, ans. elle ne marque pas du tout. Mais quelquefois, on a un peu des notes, mais bon, alors que c'était vraiment pas des grosses chauffes. Voilà, c'est tout le même lot de barriques. Certaines marques encore un petit peu parfois, mais enfin, certains très sensibles disent qu'on sent un peu le bois, mais enfin, c'est pas fait pour en tout cas. Bon, mais qu'est-ce que tu veux dire encore sur le domaine Voilà, si ce n'est que... les perspectives Oui, bah alors, on dit souvent que, voilà, moi je suis dans la période... j'espère avoir passé la période critique, on va dire, parce que bon, les 3 premières années, c'est un peu dur pour arriver à se faire connaître, etc. Et voilà, donc c'est continuer à essayer de développer un petit peu l'export. En ce moment, c'est pas évident. Et puis essayer de continuer à travailler. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on commence à avoir un petit peu de reconnaissance. Alors, c'est agréable pour le travail qu'on effectue. Voilà, mais quand on vient à Rhinoscopie, c'est un début de reconnaissance. Exactement, merci. Dis-moi, parce que oui. Voilà. Mais bon, voilà. Par contre, je ferai bien attention et je suis assez agacé parfois par le melon que certains vignerons peuvent prendre. On ne fait que du vin. Voilà. On voit on voit que ce que tu dis, c'est bien, parce que de toute façon, quand on te voit, tu n'es pas un personnage qui a la grosse tête. Petite... est-ce que tu as le droit, toi qui es juriste, en vin de France, de mettre le millésime? Oui. Ah bon? Ouais. Parce que j'ai vu des gens qui le mettent sur Non, le ça a numéro changé. Il y a eu un changement il y a 7-8 ans où on a le Il droit y en de a mettre qui le mettent le millésime. numéro du lot. On a le droit de mettre millésime et cépage avec les vins de France. Et numéro de lot doit être normalement sur toutes les bouteilles. Non, mais parce que j'ai entendu plusieurs vignerons dire que comme ils ne pouvaient pas mettre le millésime, ils mettaient Ah ouais. l'eau. Non, en fait, on peut très bien millésimer. Oui. Oui, toi, tu as travaillé, Ouais. tu as un master, donc c'est bien parce que tu. Alors, bien sûr, tu n'es pas dans les appellations. Alors, c'est paradoxal, puisque j'ai quand même. Pendant 8 ans, j'ai défendu les appellations de Bourgogne. Il se trouve que ici, c'est assez compliqué dans la mesure où quand on fait des monocépages, on n'est pas dans l'appellation. Voilà. Donc je voulais pas avoir des trucs de partout. Il se trouve que l'IGP, donc moi c'était tout en IGP, que les blancs Makeba à 0,02 de plus que de volatile que voilà, donc je suis sorti de l'appellation. Et c'est vrai que je me pose la question de vraiment sortir complètement de l'appellation. Pour moi, c'était quand même important parce que, et notamment, je trouvais que Côte Catalane, pour les gens comme moi qui ne connaissaient pas cette région auparavant, je trouve qu'on voit presque mieux où c'est que Côte du Roussillon. Côte du Roussillon, les gens, quand vous leur posez la question, pour eux, c'est Languedoc-Roussillon. Donc ça va de Nîmes à... Ils ne savent pas vraiment où c'est. Alors que Côte Catalane, bon... C'est plus local. C'est plus vers l'Espagne. Mais bon, alors on ne va pas faire le procès des institutions. C'est vrai que c'est des machines qui sont un peu plus au service des coopératives que des petits producteurs comme vous. Dans notre région, en tout cas. Ah, ici, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Bourgogne, même si tu te mets en nature, le gars, il n'hésite pas une seconde à être dans la l'AOC. En Jura, c'est la même chose. Enfin, voilà. Même là où j'étais, là, du côté de Saint-Joseph, voilà, parce que il y a des appellations qui sont valorisantes. C'est ça. Et puis qui autorisent, par exemple, Saint-Joseph, tu es en monocépage Syrah, point final. Quoi. C'est vrai que c'est trop. Chez nous, c'est trop serré. C'est des appellations qui ont été fabriquées, il ne faut pas qu'il y ait moins de, des plus de temps de pour faire le grenage. Tu es obligé de prendre de la Syrah qui n'est pas un cépage local, et puis on te limite sur le grenage qui est l'identité du territoire. Bon, enfin, passons. Donc, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu aurais, on va quitter un petit peu le domaine, mais on va rester sur toi. Est-ce que tu as une petite fantaisie? Alors, dans ton travail ou dans ta vie? Je ne sais pas, par exemple, tu aimes bien restaurer les vieilles 203 Est-ce que tu as une petite fantaisie comme ça? J'ai une petite fantaisie. Qu'est-ce que j'ai comme fantaisie? Donc là, je collectionne les vinyles. Bon, c'est pas Ah ben non, oui. Tu collectionnes les vinyles, mais tu en as beaucoup? J'en ai de 300 quoi, mais c'est pas beaucoup, mais je commencé il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Non, je suis pas très fantasque. Un jardin secret, tu cultives des agrumes ou des fleurs? Non.
j'ai un bout de jardin, et en arrivant, je me suis dit, je vais faire un super potager, mais force est de constater qu'avec le reste, j'ai un peu de mal à m'en occuper, donc j'ai laissé tomber pour l'instant. Mais non, je suis comblé par ma compagne et ma nouvelle face B, donc je suis... j'ai pas besoin de fantaisie. C'est un homme heureux que nous rencontrons. Voilà, exactement. Alors, traditionnellement, je pose 2 questions à la fin, qui paraissent se ressembler, mais qui sont différentes. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Ce que j'aimerais et que j'ai parfois entendu, c'est le travail, en tout cas sur les dégustations de vin, il y a une ligne de conduite et c'est homogène. Enfin, on retrouve ma personnalité dans l'ensemble des vins. Voilà. Ah oui, c'est Ça, bien. je trouve que c'est vraiment Tu aimerais qu'on dise ça, c'est vraiment un vin de Barrios. Voilà, ça c'est un... Faut du temps, hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, tu me dis ce que... Oui, non, mais c'est très intéressant parce que ça prouve que tu cherches. Ça, j'aimerais, voilà. Tu cherches à avoir une identité cohérente. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas du style à bluffer. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que ce serait d'ailleurs à propos, le profil de ces vins qui serait le reflet de toi? Alors, moi, on a tendance à faire ce qu'on aime boire. Enfin, en tout cas, pour les vendre, c'est plus facile. Donc, des vins, voilà, à la fois sans intrants, mais pur et ciselé. Voilà. Ok, ciselé, c'est joli. Ciselé. On parle souvent de dentelle dans le vin, ciselé, c'est encore mieux. Et la dernière question, c'est quel est le message que tu aimerais faire passer? Qu'il ne faut... Le vigneron qui m'a fait le plus rire à cette question, c'est Sylvain Respo. Alors, peut-être avant de finir... Attends, laisse-moi finir. Il n'a pas hésité de se dire, ne prenez pas l'avion. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'on goûte le vin avant, parce que là, tu t'apprêtes à terminer l'émission, là, ça. Oui, alors, mais parce que c'est pas fini, parce que je vais annoncer quel est quelle va être la suite. Hein. Et qu'on le goûte et que tu nous la... Quel message tu aimerais faire passer? Eh bien qu'il faut, c'est un peu bateau en ce moment, mais qu'il faut continuer, parce qu'on parle beaucoup des restaurateurs, des cavistes et tout, mais les vignerons, alors nous, on a tendance du coup à être plus dans nos vignes et on se rend peut-être moins compte de l'impact de ce qu'on vit en ce moment, parce on continue de travailler, entre guillemets, par rapport à un restaurateur qui est chez lui et qui se fait chier. Hein, voilà. Mais vos stocks partent pas. Mais voilà. Alors, bon, je pense pas être le plus à plaindre, mais voilà, l'idée c'est voilà, continuer de boire du vin et je pense que ça fait du bien à tout le monde dans ces périodes. Ah voilà, il faut boire du vin, il faut acheter du vin et boire du vin pour aider les vignerons. C'est un super message. Voilà. Moi, avant de le recevoir, je l'appliquais déjà. Moi aussi. Alors, on va déguster le blanc, mais Vinoscopie aujourd'hui est un peu particulier. Vinoscopie est un jeu un peu particulier. Je voudrais que ce soit Jérôme qui vienne nous dire qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est lui qui est. Donc, Jérôme Quaretti, le responsable, enfin le propriétaire, je sais pas, le mot n'est pas joli, hein, mais le monsieur qui a créé le Club Ciné à Canet. Avec Frédéric Perrault, le co-gérant. Voilà. Et donc, il a eu une idée, et nous allons l'appliquer là dans un petit moment, dans 5 minutes. Donc, tu peux expliquer. Il va projeter un film ou une bande-annonce, c'est ça? Non, on a eu... Rebonjour. En fait, on a eu l'idée, vu tes talents de cuisinier, de profiter de cette date du 21 janvier pour déguster une excellente tête de veau. Puisque, en bon républicain que nous sommes, c'est une tradition depuis 1848, voire depuis 1794, que l'on mange de la tête de cochon, puis de la tête de veau, pour fêter la fin de la monarchie et donc l'exécution du roi La décapitation de la tête de Louis XVI. Voilà, qui avait fui le royaume et qui fomentait une restauration de l'ancien régime. Voilà, donc pour haute trahison... Donc on reste dans la restauration. Tout à fait, donc on reste dans la restauration. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Voilà. La tête de veau est morte, vive la tête de veau. Voilà. Ça va être que bon, on est sauce toujours dans la mise en Gribiche. scène. Sauce Gribiche. Ça a une consonance un peu républicaine et parigote, la sauce Gribiche. Ah, parigote, je suis d'accord, c'est vrai. Alors,
Mon grand-père doit me maudire parce qu'il était royaliste. Ah ouais. Pierre, Et faut lui, que il ce est match- à la messe le 21 janvier, parce que les royalistes, eux, ils vont à la messe commémorative de la mort de Louis XVI. Ah. Et les républicains, comme nous, on se fout une tête de veau. Ceci étant dit, les plus militants des royalistes se tapent un homard le jour de Thermidor pour la chute de Robespierre. Donc, l'essentiel, c'est que dans tous les cas, la restauration, parce que maintenant c'est apaisé, enfin j'espère, donc c'est que la restauration culinaire gagne. Et le fil conducteur. Ouais. C'est Très ça, bien. voilà. Moi, je me sens Vive la République quand même. Hein. Oui, et puis moi, je me sens doublement républicain en tant que catalan, parce que je suis aussi pour la République catalane. Et la République espagnole, d'ailleurs. Et là, il faut dire que l'ancien roi nous aide beaucoup. Parce qu'avec ce qu'a fait Juan Carlos, il nous a fait avancer grandement vers la République. Voilà, donc moi je m'aurais aussi un petit peu à la chute future de la monarchie espagnole. Mais bon, restons sur notre sujet. Vive la République et vive la République des arts, dont celle du 7e art, dont nous sommes ici, l'une des cathédrales. Voilà, Donc, et comme dirait la CGT spectacle, rouvrez les salles. Ouais. Bon, alors le prochain, alors merci c'est vrai, Mais de rien. mais c'est pas Merci à fini, toi. tu vas manger la tête de Ah veau ouais. avec nous. La prochaine, le prochain vigneron est une vigneronne, c'est Laura c'est Rêvé ou Rébé Rébé. Rêver, ouais. Rebessi, donc qui est la compagne de Paolo, c'est ces deux jeunes couples, ou son épouse, Non, compagnon. Compagnie. Ouais. de Paolo. Alors, il faut dire que, comme je veux m'inscrire dans la durée, quand il y a un couple, j'en prends un, mais quelques mois Ah après, je prendrai l'autre. Les frères d'Anjou, j'en ai fait un. Michael Cyr, j'ai pris le fils, je prendrai le père. Et donc, Laura, peut-être que je prendrai aussi Paolo un jour, parce que sinon, il va être... Mais bon, j'avais décidé de faire une série de femmes. Et donc, on aura Laura Revessi. Le domaine, c'est L'étranger. l'étranger. J'ai visité, c'est assez extraordinaire, parce que Paolo est un ingénieur, donc tout est nickel, calculé au centimètre près. Ils sont brésiliens. Ouais. C'est dans... Bon, ben, je dois discuter avec elle, mais c'est tous les 15 jours, 3 semaines. Ensuite, on aura en perspective des gens comme Luc Deveau de David Ivresse ou Cyril Fall du Clos de Rouge-Gorge. Tous ces vinoscopies, c'était le 15e. On peut les revoir sur YouTube de Nicolas Codeville et sur le blog L'Archipel Contre-Attaque. À la rubrique À la Vinoscopie. rubrique Vinoscopie. Voilà. Et je m'apprête dans les semaines qui viennent à... Parce que j'ai une chaîne YouTube où je fais Hors des Sentiers Rebattus et je vais sur cette chaîne faire 2 playlists, celle qui existe déjà et une autre sur Vinoscopie. Ce qui fait qu'il y aura 3 possibilités d'accéder à Vinoscopie, à l'historique des 15 Vinoscopies. Donc merci et à très bientôt avec Laura Rebessi. Oui. Merci Séverine. Et à tout de suite pour la tête de Et à tout de suite pour la tête de veau. Et à-